Merci à vous, Madame la Présidente, mes chers collègues, tous en vos qualités respectives. Donc, il m'a été demandé d'opérer un raisonnement analogique avec la cancérologie pour soutenir la cause, qui est une cause à laquelle je m'associe pleinement à titre professionnel et à titre individuel. Et donc, je ferai de mon mieux. Donc, on va voyager. On va voyager en cancérologie. Alors, on pense que la cancérologie, c'est une maladie de civilisation, mais vous avez des traces dans le Paléolithique. Et déjà, 4 siècles avant notre ère, Hippocrate avait prononcé le mot carcinome, cancer. Donc, on voit bien que c'est un problème ancien qui n'a pas forcément été traité à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. C'est fin 19e siècle où on commence à découvrir les rayons X, Röntgen. Vous voyez que Marie Curie découvre le radium. Et il y a 1 siècle maintenant, Léon Bérard a ouvert à Lyon le 2e centre de lutte contre le cancer. À l'époque, il y avait 60 lits, ce n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et il l'a fait après Bergonié, qui l'avait fait à Bordeaux. Et on connaît maintenant la structuration française de ces centres de lutte contre le cancer. Ce n'est que dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a développé les premiers agents anticancéreux, le thiotépa pour ceux qui s'en souviennent. Avec les gaz moutarde, on s'était rendu compte que sur les champs de bataille, les soldats perdaient leurs globules blancs et on a développé une chimie des médicaments qui ont été les prémices des centres anticancéreux. C'est aussi l'industrie militaire qui nous a offert les techniques de développement de la radiothérapie. C'est pour dire que dans les années 50, cette discipline existait à peine et on va un petit peu se balader pour voir où on en est. Et sur la présentation qui dure un gros quart d'heure, l'idée, c'est de montrer comment, sur la science, sur l'organisation des soins et sur la nécessité d'intégrer l'innovation, on a fait avancer cette cancérologie. Alors d'abord, c'est le courage politique. Il y a plein d'exemples, naturellement, mais je citerai Richard Nixon, qui disait en 71, « Dans 10 ans, nous aurons vaincu le cancer ». Alors on ne l'a pas vaincu, il a été un peu forcé, mais qu'il ait le mérite, et c'est très bien. Il a quintuplé les budgets de recherche du Centre de cancérologie américain et on a vu, grâce à cela, l'émergence d'une biologie moléculaire et la survie à 5 ans qui est passée en 50 ans de 38 à 68%. Malheureusement, tous les pays n'ont pas accès à ces innovations. Mais l'idée, effectivement, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est d'arriver à avoir un courage politique, de l'investissement financier. Et ce qui est important en cancérologie, et c'est vraiment notre métier, c'est gérer l'incertitude en donnant de l'espoir. Donc on a besoin de ça en priorité. Ensuite, la révolution génétique et épigénétique. Jacques Monod, dans les années 70, disait « La taille moléculaire de l'ADN interdit sans doute à tout jamais de modifier le génome ». On sait que l'ADN, c'est 3 milliards de paires de bases, des petits éléments à coller. Et à l'époque, ils travaillaient, leur thèse, c'était sur 1000 paires de bases. Et on disait « C'est impossible de travailler sur l'ADN ». Vous avez la loi de Moore, le doublement de la puissance informatique tous les 18 mois, qui fait qu'aujourd'hui, en moins d'1 heure, on peut séquencer 50 milliards de paires de bases en appuyant sur un bouton on-off. Alors il a fallu 15 ans pour séquencer le premier génome, et aujourd'hui, on peut le faire en moins d'1 heure, à moins de $100, alors qu'à 15 milliards de dollars, on n'avait pas bouclé le premier programme. Donc c'est pour dire qu'on va avoir sur nos cartes vitales nos génomes assez prochainement, et moins cher que les traitements qu'on paye pour nos maladies. Alors bien sûr que tout n'est pas génétique. On peut se demander, est-ce qu'on est programmé ou façonné par notre environnement ? Un peu des deux. Il y a les gènes, mais il y a la régulation des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. On a toute une science de la régulation des gènes. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas la peine, mais qui fait qu'on a des médicaments qui nous permettent de réguler un gène qui va s'exprimer ou qui ne va pas s'exprimer. Et les protéines vont être fonctionnelles ou pas, ce qu'on appelle la protéomique, vont être transcriptes ou pas la transcriptomique. Et donc ces nouvelles sciences qu'on appelle les omics, qui ne sont pas qu'en cancérologie, mais où on peut prédire l'efficacité d'un médicament, parce qu'on n'est pas tous, on ne les métabolise pas de la même façon. On peut prédire la manière dont ce régime alimentaire, plutôt que cet autre régime alimentaire, va être efficace sur nous-mêmes. Et il n'y a pas de raison de ne pas utiliser la science quand on a ce potentiel de prédiction pour des coûts qui sont bien moindres que ce qu'on utilise avec nos incertitudes. Alors quand on regardait ce type de diapositive en cancérologie il y a 20 ans, on ne comprenait pas. Maintenant, elle est tellement simple qu'on ne la regarde même plus. Mais c'est simplement pour partager l'idée que finalement, dans la cellule, entre sa membrane et le noyau, on a tout un tas de voies de signalisation avec des étapes, et chacune d'entre elles a donné lieu à des médicaments. Et donc notre cancérologie d'aujourd'hui, puisque longtemps on a dû
traiter le noyau des cellules tumorales avec des chimios et des rayons pour casser les cellules, les faire mourir. Et en fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'environnement des cellules tumorales et les voies de signalisation. Et c'est ce qui fait qu'on a eu, par exemple, en cancérologie, 150 nouveaux médicaments les 10 dernières années, avec des mécanismes d'action complètement différents. Donc il nous faut une algorithmique pour décider d'un traitement, et une ingénierie chimique, biologique, mécanistique, pour arriver à faire des plans de soins basés sur de la science. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mécanisme d'action intelligent a apporté ses preuves, et c'est ce qui fait qu'au quotidien, on arrive à mieux traiter des patients, en guérir beaucoup, y compris certaines maladies métastatiques. Donc cette biologie et ces thérapies ciblées, c'est important. Et l'immunothérapie, chacun en a entendu parler. Assez rapidement, vous savez que le cancer, il devrait être reconnu comme un agent étranger et être combattu par les lymphocytes, les globules blancs. Sauf que le cancer va cracher un gaz soporifique, endormir les lymphocytes. Et on a trouvé des mécanismes par lesquels se parlent le cancer et les lymphocytes, on les coupe et on restaure l'immunité du patient contre son propre cancer, ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et c'est ce qui fait qu'hier encore, j'ai vu des patients guéris de cancer du poumon métastatique, cancer du rein métastatique. Voilà, donc on est passé de la paillasse à toute une dynamique de traitement avec, merci la France, une accessibilité à ces thérapies coûteuses, c'est des traitements à 5 000 € par mois en moyenne, il y a plus cher, et qu'on délivre à tout le monde, quelle que soit son origine. Comprendre les métastases, l'angiogénèse, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de regarder uniquement la tumeur, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin d'oxygène, de nutriments. On sait qu'elle fabrique ses propres vaisseaux sanguins, ses propres autoroutes qui la nourrissent. Et donc en coupant les vaisseaux sanguins qui irriguent la tumeur, on l'assèche. Ce qui fait qu'avant, quand on voyait une tumeur cérébrale de ce type, on disait, bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que parfois, avec les traitements, vous voyez disparaître des tumeurs que vous n'aviez pas la possibilité de traiter en coupant l'alimentation, sur des concepts simples, mais qui ont été maintenant éprouvés, avec tout un tas de médicaments autour de cette angiogénèse, cette nouvelle vascularisation. Les cellules souches, pourquoi on va avoir un cancer, un mélanome, un cancer du rein, et 15 ans après, 20 ans après, on a une rechute. Donc il y a des cellules souches dormantes. Et comprendre les cellules souches et la manière dont elles interagissent avec leur environnement, c'est fondamental. Et il y a des travaux, des thérapies contre ces cellules souches pour diminuer les taux de rechute à distance. On ne va pas faire toute la cancérologie, mais simplement pour parler encore quelques minutes d'innovation et de la manière dont on travaille. Moi, je ne suis pas très âgé, j'ai 46 ans, comme ça c'est dit. J'ai commencé ma spécialité en tracé sur papier millimétrique. Et alors ça, ce n'est pas la photo de l'époque où j'ai commencé, mais on traçait à la peau, la projection à la peau des organes pour avoir une appréciation clinique de là où on a délivré des rayons. Après, on a eu de l'informatisation, de l'imagerie embarquée, on regardait à l'intérieur, on avait des logiciels performants, on a eu de la biologie. Aujourd'hui, on est à Hartmann, on est le premier centre de radiothérapie de France, mais on est surtout dans les premiers mondiaux en radiothérapie guidée par les robots. Alors j'ai juste, si vous pouvez appuyer sur l'animation, sinon c'est pas très grave. En fait, on a des accélérateurs de particules miniatures montés sur des robots qui délivrent des centaines de faisceaux avec une précision au demi-millimètre sur cible mobile. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut traiter un cancer de prostate en 5 séances avec 95% de contrôle en gardant l'érection. On traite une tumeur qui a 2 mm du nerf optique en gardant la vue, sans avoir à opérer, avec 95% de contrôle. Et on le fait sur des vertèbres à 1 mm de la moelle épinière ou sur des métastases cérébrales. Donc on n'a pas trop de difficulté à accéder n'importe où dans le corps. C'est vraiment le génie évolutif du cancer qui va nous rendre la vie difficile. Mais quand vous avez des patients de 80 ans, fumeurs, qui ne peuvent pas être anesthésiés, qui ont une tumeur dans le poumon localisée, en 3 séances, sans effet secondaire, en choisissant la musique dans la pièce, vous traitez la tumeur. Et donc ça, c'est la cancérologie moderne. Donc il faut arrêter d'attendre que les patients viennent sur un lit avec plein de métastases fatigués. De toute façon, ça coûte cher à la société, eux, ça leur coûte leur vie. L'idée, c'est de travailler aussi en amont. Donc on peut faire des biopsies liquides, au lieu d'aller prendre des bouts de tissu avant que la tumeur ne germe. Sur 5 milliards de cellules sanguines, on peut en capter 2 dans le sang. Et on l'analyse, et on fait le diagnostic infraclinique du cancer. On peut même récupérer de l'ADN tumoral circulant. Et vous pouvez séquencer cet ADN tumoral circulant. Vous pouvez fabriquer des thérapies ciblées à la carte. Vous pouvez les fabriquer en 3D. Il n'y a même pas besoin de les stocker en pharmacie. Donc du génome au traitement, rendre le cancer une maladie invisible, c'est notre sujet. Voilà, c'est notre sujet scientifique et c'est pour ça aussi qu'on a développé des moyens d'imagerie
pour aller détecter à 1 millimètre et à moins d'1 millimètre avec des scintigraphies, de l'imagerie morphologique, de l'imagerie fonctionnelle. Et c'est tout le travail de la science et de la médecine oncologique, et de toutes les disciplines d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, notre sujet, c'est pas de la science du cancer. C'est dire qu'il va falloir considérer le cancer autrement, puisqu'on a maintenant 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Ils ont un surrisque même d'avoir un cancer, et quand on regarde une étude française sur un peu plus de 4000 patients, à 5 ans, il y a toujours 2/3 des patients qui souffrent d'effets secondaires dus au traitement. Et pour beaucoup, l'après-cancer est même plus dur que le pendant. Et pour la moitié d'entre eux, le cancer a pourri leur vie. Les gens se sentent, il y a un sentiment d'abandon, il y a un déclassement, des problématiques sociales. Enfin bon, il n'y a personne dans la salle qui ne connaît pas ces problématiques, qui sont maintenant bien étudiées. Donc il va falloir... la médecine ne peut pas être préemptée par le progrès technique. La médecine, c'est toutes les connaissances scientifiques et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. Avec des mots, on soigne. Avec des mots qu'on ne prononce pas, on fait du mal, on tue des fois. Donc c'est important de revenir à une vision de la médecine centrée sur l'humain. Quant à la santé, qui dépasse le cadre de la médecine et qui souvent est préemptée par l'hôpital, ses bonnes choses et ses déficits structurels. La santé dépasse l'absence de maladie, la santé dépasse le silence des organes. Et la santé, elle va se composer de la santé physique, certes, mais psychologique, mentale, émotionnelle, sexuelle, sociale, culturelle. Et donc l'intégration des dimensions de la santé, c'est cette santé intégrative, c'est un socle qui va nous permettre également d'intégrer les différents acteurs, les associations, et vous en êtes la preuve, qui sont un acteur majeur. Mais il y a également toute une industrie, les employeurs, les employés. Enfin bon, il faut arriver à intégrer en santé toute la dynamique sociétale et faire son autocritique. Il y a en France 55 spécialités médicales. C'est le pays au monde où il y en a le plus. Il y en a 17 chez nos voisins. Ils ne meurent pas plus tôt. Et en fait, on crée des silos et on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler. Donc le mouvement d'intégration, cette santé intégrative, elle est fondamentale. Si on laisse les psychiatres se bagarrer seuls, ça ne va pas. C'est la santé globale qui ne va pas. Et de la même manière, quand il a fallu se bagarrer en cancérologie, tout le monde a dû mettre la main à la pâte. Donc le travail en silo n'est pas du tout la démarche avec laquelle, à mon sens, on doit faire les choses. On a eu la chance d'avoir une lumière politique sur le cancer, et c'était attendu. Et ça a permis de guérir plus de gens et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Et donc il y a eu 3 plans cancer. Ça a été initié par le président Chirac, poursuivi par la suite. Il y a eu la formation d'un Institut national du cancer. C'est pas une histoire parfaite, mais c'est une histoire importante, avec de la création de comités régionaux de cancérologie, de promotion, des recommandations de bonnes pratiques, tout ça pour garantir une prise en charge homogène, qualitative, réunir les réseaux de ville-hôpital, arriver à travailler sur la formation continue, rationaliser un peu les bonnes pratiques, qui est notre sujet du jour, la formation et les parcours de soins. Donc c'est vraiment le patient le centre du sujet. Et on a eu la chance d'avoir des conditions d'accréditation, des seuils d'activité qui ont permis d'améliorer les pratiques. Quand il y a 20 ans, je rentrais en réunion, le chirurgien disait « Bon, j'ai opéré madame, 55 ans, d'un cancer du rectum, il y a des ganglions envahis, je te la confie. » Je dis « Mais non, théoriquement, tu aurais dû me la confier avant, on fait des rayons de la chimio et tu l'opères après. » Mais maintenant, il n'a plus le droit de rentrer au bloc opératoire s'il n'a pas une fiche qu'on a signée tous les deux. Donc, il peut avoir envie de capturer la situation ou pas. Ou ne pas savoir, des fois c'est pas intentionnel, mais c'est plus possible. En fait, alors ça ne veut pas dire que c'est génial, parce qu'il faut apprendre à décider aussi, et ne pas déléguer toujours la décision à un collectif, il faut assumer ces décisions. Mais on a en tout cas cette concertation pluridisciplinaire, et même cette concertation, je dirais, transdisciplinaire, qui a pris la main avec des agences régionales qui sont exigeantes, et heureusement, par rapport à des volumes minimales d'activité pour assurer des expertises. On a une obligation d'avoir des concertations pluridisciplinaires, mais un plan personnalisé de soins, écrit, signé, un dispositif d'annonce, c'est-à-dire qu'il faut un temps dédié qui est valorisé sur la manière d'annoncer au patient et à sa famille, des recommandations de bonnes pratiques, l'accès au traitement d'innovants. Pour qu'une structure soit accréditée, il faut qu'elle ait un réseau de recherche clinique pour faire accéder les patients à l'innovation. Il faut qu'on ait des soins d'accompagnement, qu'on dit être des soins de support. Voilà, et que ce soit en chirurgie, en chimiothérapie, en radiothérapie, il y a ces seuils, les variations de seuils qui font que les établissements de santé ont dû s'adapter à ces mouvements en cancérologie. Et on est plutôt unanime pour dire que ça a été positif, même s'il y a encore des choses à faire.
Heureusement qu'il y a eu des politiques de dépistage organisées. Alors vous connaissez tous, le sein, le côlon, le col, etc. Et ça, c'est fondamental. Et arriver à s'autocritiquer, je crois que c'est ce que mes collègues psychiatres font, parce que quand on aime un système, il faut le critiquer. Donc on a de la chance en France, c'est 300 milliards d'euros le budget de la santé, bon an, mal an, et c'est 110 milliards les maladies chroniques. On a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens. Le système, il a beau avoir plus de 3000 hôpitaux, mais il nourrit le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels, il est marqué par des rigidités d'organisation, des tensions financières. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à injecter de la ressource sans changer de paradigme. Et l'idée, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, parce que la dépense sur la maladie, c'est bien, mais la dépense sur la personne, c'est mieux. Et sur le plan médico-économique, ça se prouve, et on a des données. Bon, sur le temps imparti, c'est difficile de rentrer plus en détail. Psychiatres, mais diabétologues, cancérologues ou autres, on a tous les mêmes problèmes. On a un patient en face de nous qui a d'immenses besoins légitimes qu'on va couvrir à peine. Alors, il y a 1 milliard de consultations médicales chaque année en France. La moitié, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques, pas pour faire des diagnostics. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on coupe la parole au patient au bout de 23 secondes en moyenne. Alors, je ne sais pas si les psychiatres sont au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et on prescrit des médicaments dans 93% des cas, 40% chez les voisins aux Pays-Bas, ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Vous avez de quoi financer un plan en psychiatrie nationale, 10 fois, je pense, en évitant le gaspillage. Et donc tout le sujet, c'est d'arriver à aborder les maladies chroniques avec une vision de santé intégrative et de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Qu'est-ce qu'on a fait en cancérologie ? On parlait d'evidence-based. Vous savez que depuis les années 90, on a plus de 350 essais randomisés de phase 3 sur les interventions non médicamenteuses. Ce qui fait que sur les recommandations américaines et internationales, le yoga après cancer du sein, la réflexologie plantaire où il y a des méta-analyses, 30 essais randomisés, la méditation pleine conscience, etc. sont les recommandations. Et pour des histoires de culture et de méconnaissance, en France, on n'a pas encore ces recommandations. Donc il y a une histoire culturelle, il n'y a pas qu'une histoire scientifique. Et c'est pour ça que se poser les questions de cette manière, c'est fondamental. Alors bien sûr, voilà, on a fait la revue Nature, l'édito, il y a 2 mois sur l'oncologie intégrative. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas négliger les choses de la culture en hyper-scientifisant ou en hyper-administrant. C'est d'avancer ensemble sur toutes ces thématiques qui va faire qu'on avancera le mieux. Je vous donne juste un exemple pour ceux qui pensent que bien manger, faire du sport, c'est du bien-être. Vous prenez des patientes qui ont un cancer du sein, qui vont avoir une chimiothérapie puis une chirurgie. Vous prenez les mêmes patientes, avec la chimiothérapie, un programme d'activité physique adapté et de bien manger. Et sur la pièce opératoire, vous allez passer de 28% à 53% de stérilisation de la pièce opératoire. Donc une action antitumorale. Vous savez que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Donc il y a un continuum entre la prévention et la réhabilitation. Il va falloir décloisonner. J'aime bien cette étude où en fait, entre un grand hôpital en Californie de plusieurs centaines de millions de dollars bien doté pour traiter l'hypertension, et un programme où les barbiers travaillaient avec les pharmaciens, les barbiers afro-américains, à qui on apprenait à discuter avec leurs pharmaciens qui pouvaient prescrire des médicaments antihypertenseurs. Et finalement, on comparait la prise en charge des patients hypertendus et le nombre d'AVC entre ces 2 dispositifs. Je ne vous dis pas qui est-ce qui a gagné. Donc décloisonner, c'est fondamental. On peut le randomiser, mais enfin, il y a des fois où le bon sens, on n'a pas randomisé sauter en parachute ou pas sauter en parachute, après tout. Donc, quels médecins on veut pour demain ? Bien sûr, on a 2000 cancérologues bien formés et puis au moins 5000 spécialistes d'organes qui travaillent sur leur propre cancer, des gastro, des pneumos, etc. Il y a toute une dynamique biologique. Donc, il y a eu des efforts sur la formation, les maquettes, la formation continue, les recommandations. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quel type de médecin on veut, parce que c'est vrai qu'avant, on suivait nos patrons, nous, il écoutait un souffle au cœur et puis on applaudissait. Maintenant, avec notre smartphone, on détecte la valvulopathie au lit du patient. Donc, est-ce qu'on va avoir une médecine technique ? Bien sûr. Est-ce qu'il va falloir intégrer des dimensions éthiques nouvelles ? Bien sûr. Est-ce qu'il va falloir travailler sur une autre manière de gérer la décision, puisqu'on va déléguer une partie de la décision avec les multiparamètres ? Voilà, la conduite d'une médecine centrée sur l'humain plutôt que de la maladie me semble être un bon fil directeur pour notre médecine. Je suis persuadé que nos collègues psychiatres y arriveront comme les autres.
et je vois bien le chemin. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'en 2000, on était très content de savoir qu'il y avait de l'angiogénèse, des médicaments anti-angiogéniques, etc., des thérapies ciblées, et on n'était pas du tout sur les immunothérapies. Mais déjà, on pensait la cancérologie en disant, vous savez, dans 25 ans, avec 25 000 publications en plus, il y a 3 000 publications par jour, hein. Personne ne peut les lire toutes. Hein. Donc dans 25 ans, ce qui va compter, ce n'est pas le nombre de publications, c'est les évolutions conceptuelles. Et la révolution conceptuelle, elle se fait dans la manière de regarder les choses, et avec des changements culturels qu'on va décider tous ensemble. Donc il est notre devoir de décider que la psychiatrie est une cause nationale. Donc je m'associe à vous pour ce faire, et je vous remercie de votre attention.